Bienvenue. Continuons notre voyage dans le passé et revisitons l'actualité de l'arcade aux États-Unis en 1979. Oui, plus précisément en juillet 79 grâce à quelques numéros de Playmeter. Exactement, ce magazine spécialisé. Et c'est une vraie plongée dans une époque charnière. Ah oui, une mine d'or ces magazines, on sent vraiment l'effervescence, l'industrie qui bouillonne, l'innovation, la concurrence féroce, et puis aussi les difficultés, hein. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décrypter tout ça. Qui étaient les acteurs clés, les jeux qui marchaient fort, les tendances de fond? Allez, on y va. Alors, commençons par un truc qui a pas mal secoué le milieu début juillet 79, l'arrivée d'une nouvelle pièce de monnaie. Ah, le fameux dollar Susan B. Anthony, mis en circulation le 3 juillet. Ça peut sembler un détail, mais pas pour eux. Non, pas du tout. L'impact a été immédiat. Bah oui, cette pièce, elle était un peu plus grande qu'un quarter, mais pas beaucoup, et la couleur ressemblait. Du coup, gros casse-tête technique. Il fallait adapter tous les monnayeurs, des jeux, des jukebox. Exactement. Imaginez le stress pour les opérateurs partout dans le pays. Branle-bas de combat. D'ailleurs, Playmeter insistait lourdement. Mettez à jour votre matériel avant la fin du mois. Oui, avec l'argument massu, c'est une merveilleuse opportunité d'augmenter significativement vos revenus. C'est ça. On essayait de faire passer la pilule des coûts de conversion en promettant plus de profit. Avec cette pièce d'1 dollar. Malin. C'est intéressant de voir comment c'était présenté. Il y a même un édito de Ralph Lally 2 d'Implementor qui compare ça à l'arrivée de l'électronique solid state. Rien que ça. Ah oui, carrément. Oui, il y voyait un potentiel énorme pour de nouveaux concepts de jeu, peut-être des parties plus chères, plus longues, une vision très optimiste en fait, face à un vrai défi logistique. Parlons-en justement de cette technologie solid state en juillet 79. Ce n'était plus vraiment nouveau, c'était devenu la norme, non? Ah oui, complètement. Le solid state, l'électronique avec les circuits intégrés, les microprocesseurs, ça remplaçait les vieux systèmes électromécaniques très complexes, pleins de relais. Et ça changeait quoi concrètement pour les jeux? Ça permettait des jeux beaucoup plus fiables déjà, et surtout bien plus complexes, plus rapides. Les sources citent les hits de l'époque, hein, chez Bally, Kiss, Playboy, Paragon. Williams aussi était fort là-dessus. Là, Hot Hand, et même Atari, qu'on connaît plus pour la vidéo, faisait du flipper. Superman, Hercules, c'était vraiment l'âge d'or du flipper électronique, quoi. Mais cette sophistication, j'imagine que ça avait un revers. Absolument. L'autre face de la médaille, c'était la dépendance à des composants électroniques bien spécifiques. Et là, en juillet 79, paf, grosse pénurie. Ah oui? Sur quoi? Surtout sur certains semi-conducteurs. Les diodes Schottky, les mémoires RAM 16K, des trucs essentiels. Et les conséquences, des délais de livraison qui explosaient. C'est-à-dire? On passait de 18-24 semaines en moyenne à parfois presque 1 an pour avoir certaines pièces. Texas Instruments, Motorola, ils avaient beau investir pour produire plus, ils n'arrivaient pas à suivre la demande énorme du jeu et des autres industries. D'accord. Donc une industrie un peu tiraillée, quoi, entre l'envie d'innover vite et les contraintes matérielles. Et il y avait une autre tendance technique qui pointait son nez dans le flipper. Oui, les Wide Body Pinball Machines, les flippers extra larges. Ah oui, c'est vrai. Bally et Gottlieb étaient justement sur le point de sortir les leurs. Bally annonçait son Paragon comme son premier super size. L'idée c'était simple, plus de place sur le plateau, Donc plus de possibilités de jeu, de mécanismes, de rampes. exactement, offrir une expérience plus riche, plus profonde, une façon de se démarquer encore une fois. Alors avec tout ça, l'électronique, la nouvelle pièce, les white bodies, qu'est-ce qui marchait vraiment dans les salles? C'était quoi les jeux stars de juillet 79? Alors, le Playmater Equipment Pool, ce sondage auprès des exploitants, nous donne une bonne idée. Côté flipper, Williams semblait en tête. Flash était numéro 1, un jeu très rapide, très populaire. Et derrière Flash? Juste après, on avait Playboy de Bally, la licence aidait bien, j'imagine, et Superman d'Atari, autre licence connue. Et puis, une belle brochette de concurrents. Gorgar de Williams, Evil Knievel et Star Trek, encore Bally avec des licences. On voit que les licences, ça marchait déjà bien, hein. Ah oui. Et il y avait aussi Mata-Hari de Bally, Countdown de Gottlieb, le fameux Hercules d'Atari, un white body avant l'heure mais encore mécanique celui-là, et Phoenix de Williams. Clairement, Bally et Williams dominaient, mais Atari et Gottlieb étaient bien là. Et côté jeux vidéo,
Là, j'imagine qu'il y avait moins de suspense pour la première place. Ah bah non, aucun suspense. Le phénomène Space Invaders, développé par les Japonais de Taito, mais distribué aux USA par Midway, il écrasait tout. Numéro 1 et de loin. C'est intéressant ça. Taito n'était pas directement présent en tant que marque forte aux US dans ses sources, hein. Non pas directement comme distributeur majeur ou fabricant sous son propre nom dans ses articles de juillet 79, mais leur influence était énorme via Midway. Et ce jeu, Space Invaders, a vraiment lancé l'âge d'or de l'arcade vidéo là-bas. Et qui suivait ce raz de marée? Atari tenait bon. Deuxième et troisième avec Football et le jeu de course Sprint 2. Après, on trouvait Starfire d'Exidy et Starrock de Cinematronics. C'était déjà varié quand même. Shoot 'em up, sport, course. Oui, et même les débuts de la 3D vectorielle avec Starrock de Cinematronics. Ces graphismes en ligne, là, très spécifiques. Les sources parlent aussi de Star Wars de Cinematronics. Attention, pas le jeu vectoriel culte d'Atari de 83, hein. Non, non, un jeu antérieur, technologie différente. Et puis, il y avait Night Driver d'Atari, Seawolf de Midway, un jeu de sous-marin qui datait un peu, mais tenait bon. Et ça continuait de sortir, les nouveautés arrivaient vite, hein. Ah oui, le rythme était fou, signe d'une créativité, mais aussi d'une compétition intense. Bally, par exemple, il mettait le paquet sur le flipper Kiss. Ah, le fameux Kiss. Imagine l'ambiance, la musique du groupe, leur tête partout sur la caisse, le plateau, et surtout, 3 monnayers différents, dont un pour le tout nouveau dollar Suzanne B. Anthony. Et en même temps, ils lançaient Paragon, leur premier super size. Double offensive. Atari n'était pas en reste côté vidéo, avec des jeux de sport. Exactement, basketball et baseball. Leur particularité, c'était le trackball, cette grosse boule qu'on faisait tourner pour contrôler les joueurs. Une sensation différente du joystick. Voilà, ils promettaient plus de réalisme sonore, visuel, jouable à 1 ou 2. Et Atari pensait même aux techniciens. Il publiait un guide de réparation pour la carte de direction de ces jeux. C'était malin. Les autres acteurs bougeaient aussi, j'imagine. Bien sûr. Gameplan sortait Sharpshooter, un flipper western avec des sons spéciaux, la Million Light. Cinematronics, en plus de Starhawk, poussait sa technologie vectorielle et publiait la liste de ses distributeurs pour être sûr d'être partout. Il y avait aussi des innovations plus pointues. Et on voyait arriver des Européens. L'espagnol Playmatic présentait Antar, un flipper avec une mémoire sur les cibles tombantes. C'était assez nouveau. Un autre espagnol, Sonic, du groupe Segasa, annonçait Third World, la suite de leur hit Night Fever. Ça nous donne une bonne idée des forces en présence. Les poids lourds, Bally, Atari, Williams, Gottlieb, Stern, Midway. Oui, chacun avec sa stratégie. Bally était partout, jeux, pièces, pubs massives. Atari misait sur l'innovation, vidéo et flipper, mais aussi sur le support technique avec des séminaires pour les opérateurs. Ils avaient compris que la maintenance, c'était clé. Et Williams, avec leur approche directe. C'était intéressant, oui. Mailing list, direct aux opérateurs, infos techniques, astuces, et même un t-shirt gratuit. Une façon assez moderne de créer une communauté et de fidéliser leur réseau. Stern, lui, développait son réseau de distribution. Et quid des autres? On a parlé de Taito via Midway, Sega par exemple. On en entendait parler en juillet 79. Alors oui, Sega est bien mentionné. Pas forcément pour un jeu numéro 1 à ce moment précis, mais on trouve des annonces de jeux d'occasion Sega. Et surtout, des infos financières importantes. Ah oui? Oui, un fractionnement d'actions, le rachat de Gremlin Industries, un autre fabricant de jeux vidéo, et des Scott Trading Company. Et ils annonçaient des résultats financiers records. Donc clairement, Sega était déjà très actif, en pleine phase de croissance et de consolidation aux États-Unis. Même si leurs jeux les plus connus allaient arriver plus tard. Et Namco, Nintendo, c'est frappant de ne pas les voir plus cités. Exactement. C'est là qu'on voit l'importance de la perspective historique. Dans ces numéros de Playmater de juillet 79, Namco et Nintendo ne sont pas encore les géants qu'on connaîtra sur le marché américain. Pac-Man, Donkey Kong, c'est pour un peu plus tard. Ces sources montrent bien le paysage de ce moment précis. Taito était là, via Midway, Sega se structurait, mais les Japonais n'avaient pas encore tout renversé. Il y avait d'autres mouvements stratégiques intéressants comme Cinematronics, Oui, très intéressant. Ils ont racheté Vector Beam. qui était un pionnier du vectoriel, c'est ça? Tout à fait. En rachetant Vector Beam, Cinematronics mettait la main sur les brevets, l'usine, mais surtout le savoir-faire pour produire en masse des jeux comme Star Walk. C'était stratégique pour maîtriser cette technologie et répondre à la demande pour des graphismes différents. On a aussi l'histoire un peu plus triste d'Aliad Leisure. Oui, les sources annoncent leur vente imminente à une grosse boîte anonyme à ce moment-là.
et le départ de David Brown, celui qui les avait sauvés. Aliad, c'était une histoire mouvementée. Incendie en 74, pionnier du Solid State en 75, faillite en 77. Sauvés par Brown. Là, c'était la fin d'un chapitre pour eux. Et pendant ce temps, une figure bien connue préparait son retour d'une certaine manière. Nolan Bushnell, le fondateur d'Atari. Après son départ, il n'était pas resté les bras croisés. Il développait à fond son concept de Pizza Time Theater. Les restaurants avec pizza, arcade et les animaux animatroniques? C'est ça. Et en juillet 79, les sources parlent d'ouverture agressive de nouvelles succursales en Californie. Un mélange des genres qui allait faire fureur dans les années 80. Mais l'actualité de l'arcade, ce n'était pas que l'électronique. Il y avait d'autres jeux plus classiques qui avaient leur heure de gloire. Tout à fait. Le football, le baby-foot, avait une scène compétitive très active. Les championnats du monde 1979 à Minneapolis, tenez-vous bien, 250 000 $ de prix. $250 000 pour du baby-foot en 79, c'est énorme. Ah oui, les vainqueurs en double, Wiswell et Fury, sont repartis avec 30 000 $. C'était pas rien, ça montre l'engouement. Et l'ambiance était comment? Les articles décrivent un truc électrique, un jeu très physique, rapide. Derrière tout ça, il y avait une société, Tournament Soccer, qui fabriquait les tables officielles, celles à 50 cents la partie, et qui faisait une grosse promo. Pour vendre leur table, j'imagine. Exactement. Ils essayaient de faire du football un sport pro reconnu. Ils fournissaient des kits aux opérateurs pour des tournois locaux, régionaux. Ça marchait bien dans certaines villes. Ils visaient le Texas ensuite. Une vraie stratégie marketing. Et il y avait d'autres jeux du même genre? Oui, on trouve des mentions de tournois des Rockies, avec un champion, Mark Robbins, et aussi des tournois de billard, le poulet de ball, notamment dans l'État de New York où le tarif à 50 cents la partie semblait bien passer. Ça montre que l'industrie des machines à sous était assez diverse. Cette question du tarif, ça nous amène à l'environnement des opérateurs. Il y avait un sujet chaud dans Playmater à l'époque, qui ne touchait pas directement l'arcade, mais qui en dit long. Oui, le conflit sur les droits d'auteur pour les jukebox. C'est important parce que ça illustre bien la pression économique, réglementaire, que subissaient tous les opérateurs de machines à pièces, y compris ceux d'arcade. C'était quoi le problème exactement, Yves? Le cœur du problème, c'était une nouvelle loi sur le copyright qui imposait aux opérateurs de jukebox une redevance. 8 $ par an et par machine à payer aux sociétés de droits d'auteur comme l'ASCAP, BMI, CESAC. Bon, $8, ça peut paraître peu. Oui, mais ce qu'il faisait vraiment râler, c'était l'obligation de fournir la liste complète de tous les endroits où leur machine était installée. Les fameuses location lists. Ah oui, d'accord. Et ils le prenaient comment? Ma gueule. Il y a un article avec un titre qui dit tout. Strapped, étranglé. Ils se sentaient coincés, un fardeau financier et administratif. Beaucoup voyaient ça comme du Big Brotherism, une intrusion dans leurs affaires. Ils doutaient que ça servait vraiment à répartir les droits. L'impression d'être la cible facile d'une réglementation toujours plus lourde, quoi. Et ils se défendaient? Oui. La MOA, leur association professionnelle, menait une bataille juridique féroce contre cette loi. Ils levaient des fonds pour aller jusqu'à la Cour suprême s'il le fallait. Un certain Fred Granger était très actif là-dessus. Tout ça montre que gérer une boîte d'arcade en 79, c'était pas juste choisir les bons jeux, c'était aussi naviguer dans un environnement légal et économique. Compliqué. D'ailleurs, Playmeter aidait aussi là-dessus, non? Le magazine donnait des conseils pratiques. Ah oui, énormément. Les pages étaient pleines de conseils très concrets. Comment gérer les taxes, l'assurance chômage, éviter les pièges, des guides de réparation super détaillés. On a parlé d'Atari, mais il y en avait pour d'autres trucs, comme la conversion vidéo Venture Line. Des articles qui insistaient sur l'importance des associations pro et même des infos sur l'utilisation de jetons, les tokens pour l'export. C'était vraiment un outil de travail pour les pros de l'époque. Donc pour résumer un peu ce voyage en juillet 79, on voit une industrie américaine de l'arcade incroyablement dynamique, mais aussi pleine de contrastes. Oui, d'un côté, l'innovation à plein régime, le solid state, les débuts du vectoriel, une créativité folle dans les jeux, la compétition féroce entre fabricants. Et de l'autre, des défis très concrets. Les pénuries de composants qui freinent tout, ce dollar Anthony qui arrive et qui oblige à tout adapter, et puis ce climat réglementaire économique qui met la pression sur les opérateurs. L'histoire des jukebox le montre bien. Et puis l'émergence de nouveaux modèles, comme les Pizza Time Theater. C'est ça. Des jeux comme Space Invaders ou Flash qui dominent, mais on sent déjà la relève qui arrive avec Kiss, les jeux trackball d'Atari. Des acteurs comme Sega qui montrent leurs muscles avec des rachats stratégiques, même si leurs gros hits sont encore à venir.
Et l'absence, à ce moment précis dans ces sources, de Namco ou Nintendo, ça nous rappelle que tout pouvait changer très très vite. Clairement, l'énergie de cette époque, elle est vraiment palpable dans ces pages. On sent que quelque chose de majeur est en train de se jouer, une vraie révolution du divertissement. Tout à fait, et ça soulève une question intéressante, je trouve, sur comment ils voyaient l'avenir à ce moment-là. Avec la puissance qui augmentait grâce à l'électronique, même si c'était encore les débuts, comment les concepteurs imaginaient l'évolution de l'interaction joueur-machine? Au-delà du simple tir, du score. Oui, est-ce qu'ils commençaient déjà à rêver d'expériences plus narratives, plus immersives, de mondes virtuels plus complexes? Même si la technologie de 79 n'était peut-être pas encore tout à fait prête pour ça. Où allait leur imagination? Excellente question pour terminer. L'imagination qui précède la technique. C'est là-dessus qu'on va conclure cette exploration de l'arcade américaine en juillet 1979. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage temporel.